Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé donc à la réunion de haut niveau concernant la question somalienne à New York. Et la forêt de Bolivie est vidée de sa faune. Quelques 2,3 millions d'animaux ont été calcinés. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son homologue français Emmanuel Macron suite au décès survenu aujourd'hui même de Jacques Chirac, l'ancien président de la République française. Dans son message, le président Guelleh a salué la mémoire d'un dirigeant éclairé qui a marqué de son empreinte l'histoire de son pays. Je suis d'autant plus ému que par le décès de Jacques Chirac, qu'il était un ami de Djibouti qui œuvrait toujours en faveur de la préservation et du renforcement des relations exceptionnelles entre notre pays et la France, a écrit le président Ismaël Omar Guelleh. Avec la disparition de Jacques Chirac, ce passionné de l'Afrique, la France et le monde perdent une source incontestable d'inspiration en matière d'audace et de sincérité en politique, a par ailleurs souligné le chef de l'État djiboutien, qui a demandé que ses condoléances attristées soient étendues à la famille, aux proches de l'ancien dirigeant et à l'ensemble du peuple ami de France. Âgé de 86 ans, Jacques Chirac est décédé aujourd'hui jeudi à l'issue donc d'une longue maladie qui rendait de plus en plus rares ses apparitions en public. La Somalie est aujourd'hui prête à prendre en main son avenir, car pour la première fois en 3 décennies, le pays va tenir des élections basées sur un homme, une voix en 2020-2021. C'est en ces termes que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé lors de la réunion de haut niveau organisée par l'Italie au siège des Nations Unies. Cette rencontre a eu lieu donc suite aux récentes avancées que la Somalie a enregistrées sur plusieurs plans, même si les défis restent de taille. Ainsi, le système mondial de sécurité adopté il y a quelques années à Londres et l'accord de février 2018 à Badoa sur le partage de ressources ont permis aux Somaliens de converger de vues et de discuter ouvertement à Galmudug lors des rencontres organisées par le gouvernement fédéral somalien. Cette réunion de haut niveau était basée sur le développement qu'a connu la Somalie ces dernières années, malgré les nombreux obstacles, tant sur le plan politique que sécuritaire. Ceci dit, la partie djiboutienne a félicité le gouvernement somalien, appuyé par la communauté internationale, qui a donné des résultats tangibles et fiables. Cette réunion a vu la participation, outre des chefs d'État djiboutiens et somaliens, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ainsi qu'un parterre d'officiels concernés par la question somalienne. Et lors de cette réunion de haut niveau, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours dans lequel il a indiqué que malgré les nombreux obstacles auxquels la Somalie a fait face, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter que les efforts du gouvernement aient donné lieu à des résultats tangibles et louables. On écoute le chef de l'État. Ces 3 dernières années, mesdames et messieurs, ont été marquées par des développements remarquables en Somalie. Malgré les nombreux obstacles auxquels la Somalie était confrontée, tant sur le plan politique que sécuritaire, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter que les efforts du gouvernement, appuyés par la communauté internationale, aient donné lieu à des résultats tangibles et louables. Je pense qu'à la formation d'un gouvernement doté d'un programme de réforme capitale, l'amélioration des finances et de l'environnement sécuritaire, ou encore la réduction de l'impact des catastrophes humanitaires, pour ne citer que quelques-uns. Sur le plan politique, nous avons vu que le système fédéral adopté n'a pas toujours suscité le même niveau de compréhension et d'acceptation à travers tout le pays, et a été à la source de terribles tensions qui ont pendant longtemps empêché les progrès qu'aurait pu réaliser ce pays frère. C'est dans cet esprit que le gouvernement actuel s'est attelé depuis le début à changer cette perception et a réussi à faire adopter le système national de sécurité à Londres et l'accord sur le partage des ressources lors de la conférence de Badoa en février 2018. Ce qui a rendu possible la tenue de la conférence de la réconciliation organisée sous l'égide du gouvernement somalien, qui s'est clôturée la semaine dernière à Dousamareb
chef-lieu de l'État fédéré de Galmudug, par un accord de consensus. Nous nous réjouissons que cette conférence, qui visait initialement à résoudre les différends politiques qui opposaient les principales forces politiques de la région sur la tenue des élections, s'est finalement étendue à la pacification de toutes les tribus en conflit afin de rétablir la paix et la concorde sociale dans ces pays frères. Poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien a souligné que la Somalie est prête à prendre en main son avenir car pour la première fois en 3 décennies, la Somalie va tenir des élections basées donc sur le principe un homme, une voix en 2020 et 2021. Réécoutons le président Guelleh. Sur le plan économique, malgré un taux de croissance positif, le pays reste très dépendant de l'aide internationale. Placé dans la catégorie des pays surendettés, la Somalie s'est fixée comme objectif l'effacement de sa dette en se conformant aux instructions des institutions financières afin de normaliser ses relations avec ces dernières. Nous nous en félicitons et formons le vœu de voir se concrétiser l'annulation de la dette. Il y a certes eu une nette amélioration sur le plan de la sécurité. Mesdames et messieurs, toutefois, il reste beaucoup à faire car la situation sécuritaire reste instable. La capitale fait en effet face à des attaques régulières de la part des Shabab qui, en dépit d'énormes pertes et défaites infligées par les troupes de la MISOM et de la Somalie, ne perdent pas espoir et se préparent à revenir en force au retrait de la MISOM en 2021. Nous ne le réitérons jamais assez, une armée somalienne capable de prendre la relève après la sortie des troupes étrangères est nécessaire. Mais ceci n'est pas viable sans un soutien de la communauté internationale. Et ce soutien est souhaité aujourd'hui plus qu'hier, car nous sommes à un tournant de l'histoire de la Somalie. Tournant car nous sommes témoins aujourd'hui du rejet du peuple somali des Shabab et des autres entités extrémistes, de l'intégration des troupes paramilitaires fidèles à Al-Sunna ou Al-Jama'a dans les rangs de l'armée régulière, de l'enrôlement et de l'enregistrement effectif de tous les éléments militaires et leurs équipements dans le fichier commun de la Somali National Army. Ceci, mesdames et messieurs, prouve, si besoin est, que la Somalie est prête à prendre en main son avenir, car pour la première fois en 3 décennies, la Somalie va tenir des élections basées sur un homme et une voix en 2021. La commission électorale indépendante, mise en place à cet effet, travaille d'arrache-pied et a accompli d'énormes progrès. Les partis politiques sont enregistrés et le gouvernement, de son côté, a soumis au Parlement la loi électorale. Ces acquis-là, nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre, car les défis auxquels est confrontée la Somalie ne pourront être relevés que si la communauté internationale fait converger tous ses efforts dans la même direction. C'est une vérité, même une évidence, qui doit nous servir de matrice. Pour notre part, nous restons optimistes et disponibles, car nous avons toujours été du côté de la paix et avons constamment œuvré pour une Somalie stable et en paix avec elle-même. Let's try to help the Somali people come together and build a Somali state of peace and prosperity. Thank you very much. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, qui a participé donc aux côtés du président Guelleh à la réunion de haut niveau sur la Somalie, a fait un point de presse. Il est notamment revenu sur les propos du chef de l'État axés sur le rôle que Djibouti continue à jouer dans les efforts de pacification de la Somalie. Nous vous proposons de l'écouter. La réunion de haut niveau à laquelle le président de la République a participé sur la Somalie. Et il a donc livré ses pensées, ses propositions sur la manière donc de continuer à appuyer les efforts du gouvernement fédéral somalien afin de stabiliser la Somalie, d'aller de l'avant dans les réformes économiques et les réformes institutionnelles que le président
de la République, Mohamed Abdullahi Farmajo, est en train de mener depuis quelques années de cela. Il y a la question sécuritaire, bien entendu, qui préoccupe beaucoup de gens. Et ces questions sont bien entendu, ne peuvent être réglées par les seuls efforts déployés par le gouvernement fédéral. Il y a la MISOM et l'engagement de la communauté internationale est très important. La Somalie également souffre de la dette qui n'a pas été encore annulée. Le président de la République a fait un plaidoyer en faveur de l'annulation de cette dette qui plombe un petit peu les efforts économiques du gouvernement fédéral somalien. Également dans l'actualité, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu hier une forte délégation de parlementaires français qui séjournent depuis quelques jours à Djibouti. Prenant la parole, vous nous faites honneur, a déclaré le député Bertrand Bouix à l'adresse du Premier ministre, qui l'a remercié pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation. Bouix a poursuivi en ajoutant que celle-ci a été admirablement reçue par toutes les autorités du pays. Le Premier ministre s'est dit heureux à son tour de recevoir la délégation française, reflétant de par sa composition la diversité à la fois géographique et politique de la France. La rencontre a été ponctuée par la suite de compliments mutuels et d'échanges autour des valeurs communes forgées par les liens centenaires d'amitié et de partenariat entre la France et Djibouti. Par ailleurs, l'avenir de la francophonie, les perspectives économiques pour les deux pays et la nécessité pour la France d'être présente et d'accompagner Djibouti dans son développement économique furent les sujets abordés au cours de la visite de courtoisie de la délégation française à la primature. Au terme de la rencontre, le Premier ministre a invité la délégation à poursuivre sa visite en suggérant quelques sites historiques dont les arcades du centre-ville, la banquise du lac Assal et l'ancienne résidence de Léonce Lagarde à Obok, construite en madrépore. C'était donc sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel qui s'est tenu une réunion de haut niveau qui a porté sur les perspectives du secteur bancaire et financier à Djibouti. Avec autour de la table les acteurs du secteur privé, notamment les banques et finances, mais aussi les membres du gouvernement, avec une question clé, trouver et apporter des réformes nécessaires sur des secteurs ciblés pour une meilleure inclusion financière. L'objectif principal était d'une part de fournir donc une vision claire du secteur bancaire et financier, ainsi que d'élaborer les réformes souhaitables. Une présentation du cabinet Ernst & Young de la Tunisie a élaboré ce rapport, une analyse du secteur financier et bancaire à travers l'identification de ses caractéristiques principales et sa contribution au développement économique et social du pays. Et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a tenu donc dans son discours à rappeler que la Banque centrale de Djibouti a toujours accompagné la vision du président de la République, celle de faire de Djibouti un hub logistique et financier international. On l'écoute. Sous l'ambition de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été forgée, comme l'a dit le ministre, l'ambition stratégique en matière de développement économique, diriger Djibouti en hub logistique et financier international, tenant compte des caractéristiques naturelles du pays, de ses atouts et de ses avantages compétitifs. Dans cette voie, la Banque centrale de Djibouti s'est attelée très tôt à mettre en œuvre pour promouvoir le développement du secteur financier, de sorte à bâtir un secteur dynamique, performant, fiable et inclusif, afin que ce dernier puisse contribuer pleinement à l'expansion économique de notre pays. Ainsi, sur la base d'une évaluation et d'analyse approfondie du secteur financier, d'importantes réformes ont été lancées dans les années 2000 et sont menées de façon continue en fonction des besoins et de l'évolution du secteur. Il s'agissait dans un premier temps d'ouvrir le marché, développer et diversifier l'offre de produits et services financiers à travers la première série de réformes de textes réglementaires engagées dans ces années-là. D'ailleurs, la réforme principale, majeure, introduite en 2005, qui concernait l'abrogation de l'exigence d'un actionnaire de référence, entendue par la banque de premier rang, à hauteur de 30% du capital, a permis l'ouverture du marché bancaire et pour la première fois l'arrivée des banques régionaux. Suite aux réformes engagées, le secteur financier a connu un essor sans précédent et s'est profondément métamorphosé en s'intensifiant par le nombre d'opérateurs et d'activités financières. D'une situation de duopole, comme l'a dit le ministre, et de 5 auxiliaires financiers, ce secteur se compose aujourd'hui de 37 institutions financières avec 12 banques, 21 agences d'échange et de transfert de fonds, 3 institutions de microfinance et un fonds étatique de financement des entreprises.
Et quant au ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, il a mis en exergue un bref historique de Djibouti, de son devenir depuis toujours une place financière à part entière, une vision que le chef de l'État a formalisée en ambition, a-t-il indiqué. Nous l'écoutons. Dans un premier temps, sa position qui lui a valu dès le début la construction du port et d'un chemin de fer il y a plus d'un siècle, reliant les villes ou les pays de l'intérieur de l'Afrique de l'Est, en tout cas de la Corne de l'Afrique. Donc cette ambition, d'ores et déjà à l'époque coloniale, était affichée. Nous avons, à ce titre, été à Djibouti. Djibouti a été la place commerciale et la place logistique sur le plan non seulement régional, mais également global, servant des principaux ports d'éclatement, en tout cas pour tout ce qui est dépôt d'hydrocarbures, entre autres. Cette ambition a vu se construire davantage et se consolider avec l'avènement d'une monnaie forte liée au dollar, en particulier le franc Djibouti, qui est resté stable depuis. Cette monnaie et la place bancaire de la République de Djibouti a par ailleurs été consolidée avec des banques de référence qui se sont installées en République de Djibouti. Nous pensons que depuis 1999, cette vision a été encore davantage approfondie, sa mise en œuvre approfondie. Les infrastructures ont connu une transformation rapide avec une diversification. Nous sommes passés d'une place financière bancaire composée de 2 banques essentiellement à plus de 10 banques au jour d'aujourd'hui. Et quant au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, il a cité les points forts de notre système qui sont connus, tels que la surliquidité, l'ouverture sur le monde, la qualité du personnel et la diversité des banques. C'est avec un grand intérêt que je parraine cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution de l'étude du secteur bancaire et financier. Les points forts de notre système sont connus. Surliquidité, comme vient de l'indiquer le gouverneur de la Banque centrale, ouverture sur le monde, qualité du personnel et diversité des banques. Mais le gouvernement est fortement motivé de connaître comment l'amélioration des points faibles peut être résolue. En effet, la contribution trop faible des opérateurs bancaires dans le financement de la croissance reste un frein à notre développement. Les résultats de cette étude seront minutieusement analysés par le gouvernement, bien sûr, mais aussi par la Banque centrale de Djibouti. Ils seront aussi rapprochés des études d'autres sources en cours, notamment avec le FMI, car l'amélioration de la régulation et de la supervision du secteur financier entre pleinement dans la stratégie gouvernementale. Également dans Nouvelle Nationale, le ministre du Budget Abdelkarim Aden Cher a présidé aujourd'hui une réunion à laquelle était convié le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, et le directeur de l'ANPI, Mahdi Drar. Les discussions ont porté sur les moyens à mettre en œuvre pour coordonner l'action du ministère du Budget avec l'ANPI et l'autorité des ports et zones franches pour optimiser la mobilisation des recettes de l'État. Durant la réunion, plusieurs thématiques ont été évoquées, notamment les différents régimes d'investissement et les activités éligibles au titre des différents régimes dérogatoires qui soutiennent ces différents régimes d'investissement. Toutes les solutions vont être recherchées pour harmoniser et rendre plus efficace l'action gouvernementale pour collecter les recettes là où elles sont mobilisables. Et écoutons à présent l'intervention du président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti pour plus de précisions. Merci le ministre du Budget de nous avoir réunis, l'autorité des ports et zones franches, l'ANPI, la douane et les impôts. L'objectif de cette réunion est comment collaborer étroitement
entre ces 4 entités. Et nous avons trouvé un accord comment interconnecter nos systèmes informatiques. Nous avons développé un système avec Singapour, un système qui s'appelle Port Community System. Et l'ANPI a aussi développé un programme informatique qui s'appelle TradeNet pour le commerce extérieur. Et puis la douane avait son système Sidonia. Donc l'objectif de cette réunion, c'était comment créer une interface entre ces 3 systèmes. Et ça a été une très bonne réunion, on a eu une très bonne compréhension entre nous et un comité de pilotage a été créé pour la mise en place de cette plateforme d'interconnexion tout en préservant les recettes de l'État en termes d'éthique et d'impôts. Et de son côté, le ministre du Budget a rappelé que la coordination a été essentielle pour un travail en commun réussi et efficace. L'objectif de cette réunion, c'était de réunir 3 structures qui ne forment en fait qu'une seule structure. Comment concilier zone franche, intérieur du pays et développement, parler d'une même voix. Comment avoir la même image du pays. C'est-à-dire le développement de la zone franche, c'est le développement du pays. Comment concilier? Le seul moyen de concilier, c'est de se mettre sur la même table, d'avoir la même parole, d'avoir le même système. Parce que le pays n'est on n'a qu'un seul pays. Et je pense que ça a été une très bonne occasion. En fait, nous n'avons qu'un seul objectif. Et nous sommes arrivés à trouver la meilleure solution. Et j'espère qu'on va accélérer le processus pour qu'on puisse à la fois être un vers l'extérieur et un à l'intérieur du pays. Et surtout sans délaisser, continuer à sécuriser. Nos services ont toujours sécurisé les recettes de l'État. Continuer à sécuriser tout en s'ouvrant au monde. Toujours en nouvelles du pays, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama, a dirigé à une réunion de travail avec une importante délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et ce fonds, donc, délégation qui est conduite par la gestionnaire du portefeuille de Djibouti pour le Fonds mondial, Emina Rey-Florence. Les 2 parties ont discuté sur l'évaluation des programmes de santé soutenus par le Fonds mondial en mettant l'accent sur les voies et les moyens nécessaires au renforcement du partenariat technique en matière de lutte contre les 3 maladies, à savoir le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Cette réunion aura donc permis aux membres de la délégation de s'enquérir des avancées tangibles entreprises donc par Djibouti dans la lutte contre les 3 maladies et plus particulièrement celles concernant le paludisme. La délégation du Fonds mondial s'est déplacée sur le terrain par la suite pour apprécier le bon déroulement de cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire menée au quartier 4. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu aujourd'hui à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire les membres du groupe d'amitié France-Djibouti de l'Assemblée nationale française en visite de travail à Djibouti. Conduite par le député Bertrand Bouix et le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, cette délégation parlementaire française a pu visiter la nouvelle école internationale implantée au PK23 en présence de 2 parlementaires djiboutiens. La délégation a été reçue par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie au salon VIP de l'institution avant de se déplacer vers la grande salle de présentation où le commandant d'école, le chef d'escadron Hussein Mohamed Kayad, a tenu un exposé sur le I3PJ. À l'issue de la présentation, une visite guidée de l'école a été faite donc à la délégation et au cours de la visite, les parlementaires français ont eu l'opportunité d'échanger avec les 19 stagiaires du stage international de directeur d'enquête issus de 15 pays du continent africain et de l'océan Indien dont la clôture de stage a eu lieu ce matin. La visite donc a pris fin par des échanges de présents et la traditionnelle photo de famille. Et les parlementaires donc, du groupe Amitié France-Djibouti se sont dit très satisfaits de la visite et de l'accueil qui leur a été donc réservé et surtout des très bonnes appréciations données par les stagiaires sur le contenu du programme.
judiciaire, avec mes collègues parlementaires. Nous sommes honorés de cette visite. C'est un exemple de coopération entre l'ensemble des forces de police djiboutiennes, de la gendarmerie et de la gendarmerie française. Et c'est une ouverture à l'international pour l'ensemble des forces de police. Ça renforce la formation tant sur le plan de la procédure que sur le plan de la récolte d'indices, mais aussi du respect du droit et des droits de l'homme. Le respect en fait des mineurs, et ce qui est fait ici est essentiel sur un plan du travail de la police. Une importante cérémonie de clôture de stage CME et CM1 au profit de 46 stagiaires de la garde républicaine a eu lieu ce matin donc au bataillon interarmé d'Ali Sabieh. Cet événement présidé par le général Tahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major à la défense, et le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, a vu la participation de Moussa El Migane, préfet de la région d'Ali Sabieh, également du président du conseil régional et des autorités militaires et de la société civile de la région d'Ali Sabieh. Ce stage qui s'est déroulé du 1er janvier au 27 septembre 2019 au centre d'instruction du bataillon interarmé d'Ali Sabieh s'est articulé donc en 2 phases. Une première phase de 3 mois pour l'obtention du certificat élémentaire destiné pour les petits gradés, suivi de 2 semaines de DIOTAP, et une deuxième phase de 4 mois pour l'obtention du certificat militaire de premier degré, le CM1, nécessaire pour exercer le métier de chef de groupe. L'ensemble de ces formations ont été sanctionnées pour une semaine d'examen et une semaine de raid. Cette formation a été dense et les cadres donc ont enseigné toutes les dimensions d'un sous-officier professionnel au cours de ces 8 mois de stage. Ils ont puisé leurs réserves physiques, morales et intellectuelles pour pouvoir supporter les fatigues, les insomnies, les privations diverses et apprendre les fondamentaux d'un sous-officier. Et participant donc aux côtés de leurs collègues militaires du BIAS ainsi que de la gendarmerie nationale aux différentes missions de lutte contre la contrebande, le trafic illicite et de la surveillance des frontières. Et à l'issue de cette formation, les stagiaires CM1 et CME seront donc affectés aux différentes unités de la garde républicaine, dont certains auront la charge du commandement et de la formation d'un groupe de soldats ainsi que l'organisation de leurs activités. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Doualé, a rappelé que cette formation avait pour but de vous faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires tant en matière de savoir-faire que de savoir-être pour gérer, animer, persuader et entraîner un groupe. On écoute le colonel. À l'issue de la promotion 2016 de la garde républicaine, ce stage qui s'est déroulé au 13 janvier 2019 au 27 septembre aujourd'hui 2019 au centre d'instruction bataillon interarmé d'Ali Sabieh a été articulé en 2 phases. Première phase de 3 mois pour l'obtention du certificat élémentaire destiné pour le petit gradé, suivi 2 semaines d'IOTAP, et une deuxième phase de 4 mois pour l'obtention du certificat militaire premier degré, nécessaire pour exercer le métier de chef de groupe. Cette formation avait pour but de vous faire acquérir les compétences techniques et tactiques nécessaires tant en matière de savoir-faire et que de savoir-être pour gérer, animer, persuader et entraîner un groupe de combat. L'ensemble de ces formations ont été sanctionnées par 1 semaine d'examen et 1 semaine de raid. Les parcours de raid qui étaient Ali Sabieh, Assamo, Gestir, Danan, Biyadei, Kabah, Pi'ilei, Ali Une, Degadamer, et ainsi de suite, terminé au Demirjouk. Les stagiaires sous-officiers de la garde républicaine. Votre formation a été intense et vos cadres vont enseigner toute dimension d'un sous-officier professionnel.
Au cours de ces 8 mois de stage, vous savez puiser dans vos réserves physiques, morales et intellectuelles pour pouvoir supporter les fatigues, les insomnies, les privations diverses et apprendre le vent de moto d'un sous-officier. Et pour sa part, le sous-chef d'état-major à la défense, le général Tahirou Mohamed Ali, a félicité les stagiaires pour leur discipline et assiduité lors de ces formations. Nous sommes réunis ce matin dans cette belle caserne d'Ali Sébié pour clôturer la cérémonie de fin de stage des personnels de la GR composée des personnels féminins et hommes de la garde républicaine. Cette formation aura duré 9 mois. 9 mois, c'est un parcours essentiel et nécessaire pour une formation de qualité. Le certificat militaire, dans un premier temps, première phase élémentaire, est la base de la formation des cadres, qui a été suivie par le certificat militaire du premier degré, qui est le premier niveau pour des cadres de contact pour les sous-officiers, futurs sous-officiers, une formation complète, continue. Cette formation avait pour but de vous donner, comme l'a bien dit ici, il y a quelques instants, le colonel Mohamed Jama, commandant de la GR, toutes les techniques de savoir-faire, de savoir-être, des savoir-faire tactiques et techniques qu'on appelle en termes militaires pour vous permettre d'exercer vos futures responsabilités dans de bonnes conditions. Votre formation a été clôturée par un raid qui vous a permis de découvrir, de voir, de sentir le goût de l'effort. Qu'est-ce que le goût de l'effort et le dépassement de soi? Même si on est fatigué, dans des conditions difficiles, c'est de se surpasser, de continuer la mission. Donc je crois que vous l'avez très bien fait et je vous en félicite. J'ai également vu à travers l'exposé qui m'a été présenté que vous aviez effectué un stage TAP, un stage parachutiste, qui est aussi un goût de l'effort, le dépassement de soi. Il n'est pas évident, comme tout le monde le sait, de sauter de la porte d'un avion dans le vide. Donc, la prise du risque qui vous permet d'avoir le courage, le dépassement de soi. Et je félicite particulièrement les personnels féminins ici présents qui se sont montrés à la hauteur. Et le succès de cette formation découle aussi de la qualité des instructeurs qui ont joué un rôle fondamental dans la transmission des savoir-faire et du savoir-être. Et à la fin de la cérémonie, les 42 stagiaires CME, CM1 se sont vus remettre le grade de sergent. Et c'est grâce à leurs efforts et à leur dévouement que ce stage a été accompli avec succès. Un pot donc de rafraîchissement a été offert à l'ensemble des participants de cette cérémonie de clôture de formation de stage CME CM1 suivi d'une animation du groupe Haldour de la garde républicaine. Les différents grades donc de sergent ont été remis à ces stagiaires donc qui accompli leur formation de 9 mois avec succès. On leur a été remis par les officiers supérieurs et donc de la garde républicaine et des forces armées djiboutiennes en général qui étaient présentes lors de cette cérémonie de clôture de formation.
Et en nouvelle du monde, donc pour clore cette édition, la forêt de Bolivie est vidée de sa faune. Environ 2,3 millions d'animaux ont été calcinés. Plus les experts de l'environnement avancent à travers le paysage de fin du monde de l'est de la Bolivie, ravagé par d'énormes incendies, plus ils sont catastrophés. Le bilan vient d'être fait et la perte pour la faune est sans précédent. Rien que dans le département de Santa Cruz, le plus détruit, on estime que plus de 2,3 millions d'animaux piégés par le feu sont morts calcinés et l'estimation qui s'affine de jour en jour pourrait même dépasser ce chiffre déjà impressionnant. La liste des espèces endémiques disparues est très longue. Félins, cervidés, rongeurs, reptiles et des photographies publiées par la presse bolivienne montrent la fin horrible qu'ont vécu ces bêtes. Leurs cadavres sont presque entièrement carbonisés. Les espaces où vivait tout ce monde animal, y compris ceux qui lui servaient de sanctuaire, comme la réserve de Tucavaca, toujours dans la région de Santa Cruz, sont partis en fumée. La Bolivie doit faire son deuil d'une forêt primaire endémique exceptionnelle, et cela pour très longtemps. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention et à très bientôt.